Il y a 2 ans de ça, j'ai eu un blackout dans ma vie. J'avais 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait un blackout parce que j'avais peur de la critique. J'ai peur d'être critiquée. Et ça m'a littéralement figée. Je ne pouvais plus poster. Je ne pouvais plus me montrer. Je faisais plus de live. J'avais du mal à juste exprimer mes émotions, ma vulnérabilité comme avant. Je cachais beaucoup de choses. Je ne pouvais plus dire mes difficultés. Même là, c'est difficile. C'est dur, Queen. C'est vraiment un vrai travail que j'ai entamé dans ma vie pour pouvoir bouger ça. Vous n'avez pas idée. Et en fait, j'étais tellement figée que j'arrivais plus à bouger. Pourquoi ça m'est arrivé? En fait, je suis tombée amoureuse d'un homme. Et au début, c'était incroyable. Et il correspondait tellement parce que, il correspond en spiritualité, développement personnel, tout ça, c'était de l'eau, vous voyez ou pas? Non, vous voyez pas parce que vous n'avez pas la ref. Mais bref, on va pas donner cette ref, elle est pas bonne. Mais en tout cas, c'était fluide. Voilà, c'était pour moi dans ma tête à moi, c'était fluide. Et du coup, il semblait super intéressé, mais genre vraiment, j'ai eu des déclarations enflammées. Et quand j'ai dit, bah tiens, moi aussi, tiens, voilà, elle m'a dit, dégage, t'es dépendante affective là. Comment ça? Comment ça? Je comprends pas. Et donc, quand j'ai essayé de comprendre, la personne m'a ghosté. Et je me suis dit, bon, ok. Je sais pas pourquoi il m'a ghosté, mais moi, ça me remet en question et je comprends pas. Donc, comme je comprenais pas, parce que pour moi, développement personnel, spiritualité, tout va bien en fait. Tous les feux sont au vert. Et en fait, du coup, je me suis dit, je vais lui prouver que je suis pas dépendante affective. Donc, pour ça, déjà, j'ai étudié la dépendance affective à fond, mais surtout, j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Et sans m'en rendre compte, je suis rentrée dans un truc de performance. Je voulais lui montrer, lui prouver que j'étais la plus belle, la meilleure, la mieux placée, la mieux tout ce que tu veux. Et j'ai prouvé. Et chance pour moi, ça m'a permis de développer en fait des dons en communication qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir 200 000 abonnés. Mais en fait, c'était au nom de l'amour de base. C'était vraiment au nom de l'amour, dites-vous. Incroyable, hein? Et au bout du compte, en fait, en essayant sans cesse, à chaque fois, je me prenais des rafales. C'est-à-dire que, par exemple, je disais, ah les filles et tout machin, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'aimerais bien atteindre le cap des 10 000 euros mensuels. Et lui, il a commencé à me dire, oh, c'est vénal, moi, c'est la famille, t'as aucune valeur. Et je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi il me dit ça alors que il marche avec des millionnaires? Pourquoi quand c'est les millionnaires, ça ne le dérange pas? Et quand c'est moi, ça dérange. Et puis ensuite, c'est pareil, il me disait, mais tu parles trop, tu devrais pas parler autant. Et après, quand je me taisais, parce que ça me faisait mal, il disait, oh, mais arrête un peu ton silence là, c'est important de communiquer. Et je me disais, mais c'est pas possible en fait. Tout et son contraire lui pose problème. Mais en fait, alors que cette personne, elle semble normale. Donc, c'est moi le problème. Et je sais que c'est pas un pervers narcissique, bordel. Je sais que c'est pas un foutu pervers narcissique, right? Et moi, je me dis, mais je me remets en question de ouf. Je comprends pas. Tout et son contraire pose problème. Il me fait une critique la veille. Et le lendemain, quand j'agis différemment, il me fait de la critique sur... Mais tout, il passait. Mais vraiment. Mais dans des sujets parfois qui n'ont rien à voir avec ce qui le regarde ou pas, hein. Et je me suis dit, Prisca, franchement, c'est violent. Ça devient violent. Et du coup, je lui dis, s'il te plaît, arrête. Et je demande à quelqu'un, s'il te plaît, aide-moi à l'arrêter. Et en fait, ça a fait qu'empirer les choses parce que la personne m'a dit, en fait, c'est toi le problème, hein. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il fait là. Et du coup, ils se sont mis à deux. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et là, je me suis sentie acculée, mais acculée. Je me sentais harcelée. Je les appelle, s'il vous plaît, arrêtez. Tu parles. Ça a été pire. Et du coup, je me suis coupée des réseaux. Je me suis totalement coupée des réseaux après ça. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen, en fait, de vivre de mon activité sans avoir à me montrer. Parce que je ne veux plus jamais vivre ça. Et puis, là, je décide, parce que je ne comprends pas ce qui se passe, je me dis peut-être il est évitant, parce que j'entends beaucoup parler de ça. Donc, je vais m'inscrire à une formation de psychothérapie où je dois tenir une thèse face à un jury, tout ça, tout ça. Et entre-temps, je me dis, je vais ranger ma vie perso. Donc, je vais vraiment sortir des réseaux, je vais reconstruire une vie personnelle, je vais recommencer à sortir plus, etc. Et de là, je rencontre quelqu'un. 3 mois plus tard, il me demande en mariage, j'accepte. Et là, on reste ensemble pendant 8 mois.
Et du coup, moi, pendant ce temps, je fais mes études et effectivement, je reconnais la personnalité évitante telle qu'elle est décrite par mon mentor qui est psychologue clinicien et qui du coup nous explique ce qu'est un évitant. Et concrètement, je le reconnais à 100%, quoi. En fait, ce psychologue clinicien nous explique que un évitant, tu le reconnais parce que il a par exemple une quantité de mariages plus élevée que les autres, donc de divorces plus élevés que les autres, et que c'est quelqu'un qui socialement est extrêmement bien intégré. C'est quelqu'un d'extrêmement serviable, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de présent, quelqu'un de profondément gentil. Mais pour autant, dans l'intimité, il ne sait pas dealer avec ses sentiments amoureux. Et donc, il est capable de s'engager si la personne n'active pas en lui son mode de survie autour de l'intimité. Et qu'est-ce qu'il entend par là? Ça veut dire qu'en fait, quand il tombe amoureux, ça va systématiquement activer une zone de son cerveau. C'est pas le gars qui est méchant et qui devient critique. Non, c'est une zone de son cerveau qui s'active. Et je vais vous expliquer en comparaison, par exemple, avec le pervers narcissique. Mon mentor expliquait que le pervers narcissique, il a une zone dans son cerveau qui s'appelle la zone de la prédation, qui est genre vers l'arrière. Et cette zone de la prédation, c'est la même zone qui s'allume lorsque un chat voit un oiseau, lorsqu'un tigre voit une proie, lorsqu'un lion voit une gazelle. La même zone s'active et dilate les pupilles. Et du coup, ils ont fait des tests et des scanners. Et ils ont remarqué avec des capteurs que quand on passe des femmes à l'écran, des femmes confiantes, des femmes moins confiantes, le pervers narcissique, quand ce sont des femmes qui sont un peu plus fragiles, ses pupilles vont se dilater. Il reconnaît une femme fragile à l'œil. C'est incroyable. Et du coup, il va pouvoir aller chasser derrière. Ça, c'est le pervers narcissique. L'évitant, c'est totalement différent. L'évitant, lui, il a une zone qui est plutôt au niveau du haut de la colonne vertébrale. Et c'est une zone qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est un centre qui est responsable de ta survie. C'est-à-dire que c'est cette zone qui s'allume si tu vois un tigre et un lion. C'est l'inverse, en fait. Si tu vois un tigre et un lion, ou un chat, enfin un chat non, un chien enragé, eh bien, cette zone va s'activer pour que tu puisses soit te battre, soit t'enfuir. Le truc avec l'évitant, c'est qu'il a eu des traumas durant sa vie qui font que quand il tombe amoureux, cette zone s'active. Et que quand il est amoureux de toi, cette zone va s'activer au moment où il va être le plus haï dans ses émotions pour toi. D'amour, j'entends. Et du coup, ça va activer le fight or flight. C'est-à-dire que d'abord, il va critiquer tout ce qu'il voit de toi. Mais c'est limite s'il ne critique pas des trucs qu'il disait qu'il aimait au début. Quand c'est comme ça et que l'amygdale est activée, ça te coupe complètement de tes émotions. Donc, il a la sensation de plus du tout t'aimer. Et du coup, pour prendre la décision de partir et accepter de te perdre, il va te critiquer, te critiquer, te critiquer. Et donc, il me critiquait sur des choses totalement random et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que, par exemple, le truc le plus fort pour moi, c'était quand même de me dire que j'étais vénale alors qu'il est riche et qu'il travaille avec des millionnaires. Je dis, comment tu peux dire que je suis vénale alors que c'est ton job? Et du coup, je comprenais pas. Et moi, ça me vrillait totalement parce que je me disais, mais dis-moi les choses. Et quand je dis, mais explique-moi, eh ben, il coupe, il ghost. Je me dis, mais c'est pas possible en fait. Et je sais que le gars est pas toxique. Je vous jure, le gars est pas toxique. La vie de ma mère, je peux même mes deux mains coupées, le gars est pas toxique. Et du coup, pendant mes études, c'est là où j'ai compris. Le psy, il nous expliquait que, le mentor, il nous explique que, en fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à dealer avec ses émotions. Et donc, son entourage social est riche. C'est quelqu'un qui arrive très facilement à connecter aux autres. Parce que il n'a pas cette émotion ou cette peur de perdre l'autre parce qu'il n'est pas amoureux. Donc, il peut avoir peur de perdre sa sécurité et l'univers qu'il s'est construit autour de lui. Mais s'il t'aime, il va même pas prendre le risque de te laisser rentrer dans son intimité. Et donc, lorsqu'il va tomber amoureux de toi, il va te piquer, puis s'enfuir et te ghoster. Et toi, tu vas te dire que c'est toi qui est bizarre et qui ne compte pas et qui... Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Et donc, à partir de là, j'ai compris qu'en fait, rien n'était possible. Que rien ne serait jamais possible parce que ça correspondait franchement à 100%, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup, 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 parce que j'ai dû faire le deuil de la relation.
une fois que je me suis sentie assez forte, eh ben là, à ce moment-là, parce que j'ai dû faire le deuil de la relation, en fait. J'ai dû faire le deuil de la relation en me disant, Priska, le gars ne veut pas de toi parce qu'il t'aime. C'est impossible et incompatible entre vous parce qu'il t'aime. J'ai jamais pleuré autant pour cette raison de ma vie, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. D'où tu pleures parce que quelqu'un est amoureux de toi, quoi. Eh ben, oui. Oui, oui. C'est tout à fait possible. Donc, plus il t'aime, plus il est trigger et plus il va te critiquer, critique. Et en fait, ça montre qu'en fait, c'est qu'il t'aime et qu'il essaie de t'invalider dans son esprit pour pouvoir s'enfuir parce que son amygdale lui dit danger de mort. Si tu l'aimes, c'est danger de mort. Et comme c'est quelqu'un qui gère très bien son réseau social, eh ben c'est quelqu'un qui du coup ne laisse pas des personnes comme toi s'approcher de lui. Et comme il ne comprend pas ce qu'il ressent, il va t'attribuer fondamentalement son ressenti. Il va t'attribuer son ressenti et te dire que c'est toi le problème. Et sans chercher où est-ce que ça peut venir. Et comme il ressent ça pour personne d'autre, il ressent ça pour personne d'autre. Il ne peut pas avoir de comparatif et dire que il a déjà... Non, t'es la first et t'es celle que ça trigger le plus parce qu'il est fou de toi, littéralement. Mais il ne peut pas se connecter à cette émotion parce que son amygdale s'active et lui dit que c'est un danger de mort. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai compris. J'ai pu faire mon mémoire sur ce sujet, la personnalité anxieuse et le lien à l'évitant. Et je me suis dit que j'allais faire une communication autour de ça, mais les gars, franchement, j'ai la flemme. Et après, vous me direz peut-être que vous avez envie que je parle de ça plus, mais putain, meuf, franchement, je vous jure, j'ai la flemme. Je l'enseigne à mes clientes, je le transmets, mais j'ai pas du tout envie de communiquer sur ce sujet. Oh non, j'ai eu trop mal toutes ces années. Ça a été trop douloureux. Et donc, après ça, du coup, j'ai pris des mentors pour m'aider à mettre en place un autre style de business. Et en même temps, je passais ma certification, donc je passais mon mémoire avec la personnalité évitante. Et puis, ce que je voulais, c'était mettre en place un business qui me permet de ne pas être au devant de la scène. Et donc, du coup, c'était une fuite de la peur de la critique. Sauf que quoi qu'il arrive, girl, tu seras critiquée. Tu seras forcément critiqué. Par la porte ou la fenêtre, tu seras critiqué. Tu ne peux pas échapper à ça. Donc, quand j'ai vu qu'avec mes mentors, ça avait échoué, cette tentative de fuir les réseaux, j'ai fait le bilan. En gros, j'ai plusieurs croyances limitantes. La croyance que je ne puisse pas être aimée en étant entrepreneur. La croyance que je pense que je ne suis pas assez pour être aimée telle que je suis. Et qui persistait à ce niveau-là, alors que c'est des choses qui persistent plus du tout chez mes clientes. Et puis à partir de ce moment-là, après la formation, j'ai pris un accompagnement et là, il y avait un mentor là-bas qui était particulièrement spirituel et qui m'a donné foi dans le fait qu'un homme spirituel existe quelque part et m'attend, assis en tailleur dans une retraite spirituelle quelconque. Et du coup, je me suis dit, bon, Priska, garde espoir et recommence à croire en l'amour. Il faut que tu crois en l'amour. Il faut que tu saches que ça existe en toi et donc à l'extérieur. Il ne faut plus que tu battes ton prix. Il ne faut plus que tu essaies de correspondre. Il ne faut plus que tu essayes de... Non, ça c'est fini. Et le pire, c'est que... Non, il n'y a pas de pire en fait. Au final, j'ai recommencer à communiquer, mais millimètre par millimètre. Vraiment, c'était dur. Parce qu'en même temps, j'étais en train de faire le deuil, de me dire... mais si, je vais l'oublier. Mais oui, je vais l'oublier. Et en fait, je me suis dit, mais c'est facile. Comment t'as oublié ton ex? Ben, une fois que t'as compris qu'il était pervers narcissique, t'es venu l'observer. Et en l'observant, ça t'a comme rincé. Ben, observe-le alors. Et du coup, avec mes nouvelles données, je suis venue le regarder. Et effectivement, il y a des cycles. D'abord, il va t'envoyer plein d'amour, des chansons, des trucs incroyables. Tu vas te sentir saucé. Et puis ensuite, il y aura un genre de switch. Et le psychologue clinicien qui m'a suivi me disait que ce sont des personnes qui peuvent se dissocier totalement de leurs émotions. C'est-à-dire qu'elles peuvent se dissocier, se couper, croire ne pas t'aimer et ne même pas se rappeler de ce qui a été dit ou fait. Ne pas se rappeler de ce qui a été dit ou fait. Et donc, en fait,
ces personnes-là, elles se dissocient littéralement de leurs émotions désagréables, comme un bouton on-off. Et moi, j'étais là, mais c'est strictement ce qui se passe, quoi. Et en fait, ils vont préférer le fantasme que tu représentes plutôt que le danger de te perdre. Et donc, ils préfèrent ne pas t'avoir pour ne pas avoir à te perdre plutôt que d'imaginer te perdre alors qu'ils t'aiment tellement. Et donc, ça les dissocie. Et l'amygdale, elle s'active à mort. Et je me dis, mais c'est dingue quand même. Plus le mec il m'aime, plus il est méchant. C'est incroyable. Et il le fait même pas exprès, quoi. Enfin, c'est juste neurologique. Quelle histoire. Et donc, tout ça pour dire que, in fine, je me suis mis à l'observer et c'est ce qui m'a sorti de ma phobie. Parce que je l'ai vu passer par les différentes phases d'amour fort, de chansons d'amour très longues. Et ce qui était impressionnant aussi, c'était que même si je ne réagis pas, il va quand même avoir son revirement vers le mépris, vers les moqueries, vers le fait de narguer. Et je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Même quand je ne réagis pas, l'amour qu'il ressent pour moi suffit à le faire vriller. Et j'ai compris ce jour-là que, en fait, en l'observant, que rien ne serait jamais possible. Parce que même quand je n'agis pas et qu'il n'a rien à critiquer, il arrive quand même à retomber dans le mépris. Donc ça veut dire que c'est pas moi le problème, c'est l'amour qu'il ressent pour moi qui active son amygdale. Et là, ça a été vraiment un game changer parce que ça m'a permis de faire le deuil de la relation, de me dire qu'en fait, rien ne se passerait jamais. Du coup, je l'ai observé faire plusieurs fois. Et encore aujourd'hui, hein. Par exemple, je suis très cute. Ah bah, il est capable de dire que je suis m'as-tu vu et que je fais tout pour être vue, belle, que j'essaie de charmer, que c'est pas ma vraie personnalité, sauf que je suis belle, qu'est-ce que j'y peux, moi? Incroyable. Et en fait, il y a tout. Même une fois, ça m'avait fait rire. Une fois, j'avais sorti un post sur la pleine lune. Eh ben, il a dit que je me la pétais avec ma spiritualité. En fait, c'est pas lui qui parle. C'est sa peur et il a peur de m'aimer. Et au final, rien de ce que je ferai jamais, même vous dire tout ça là, sachant que vous pouvez être sûr d'une chose, hein, c'est qu'il va regarder. Il est capable de regarder 3 heures de live. Il est capable de regarder des replays de moi, de venir stalker, stalker, stalker. Eh ben, c'est pas pour autant qu'il va se mettre à dire, ben en fait, c'est elle que j'aime, en fait. Ça n'arrivera jamais, jamais, les girls. Et si j'arrive à vous parler de ça avec le smile, c'est parce que j'ai bossé sur moi. Donc pour ceux qui se demandent comment je m'en suis sortie de ça, la réponse, elle est dans tous les messages que je vous ai laissés là. J'ai investi en moi, lourdement. J'ai pas fait 1 ni 2, mais 3 accompagnements. Je me suis intéressée à la psychologie pour pouvoir comprendre les styles d'attachement. Je me suis formée et certifiée à ça pour aider les femmes à sortir du coup de cette obsession. Ensuite, je me suis fait mentorer par un groupe d'hommes très structurants, très masculins, où j'ai rencontré mon mentor super spirituel dont je vous parle, et que ça m'a redonné l'élan de me dire, ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un assis en tailleur quelque part. Je vous ai déjà dit ça, mais moi, c'est la vision que j'ai de lui. Je vais le rencontrer dans une retraite, quelque chose comme ça. Et puis, le troisième accompagnement, c'est Val. Val, pourquoi? Parce que je suis tombée sur un de ses réels où elle expliquait qu'elle avait fait le même pivot dans son entreprise que moi, sauf que, à contrario de moi, elle a rebondi, mais avec une force incroyable. Et deuxièmement, parce que Val elle est expatriée. Val, elle est en couple avec un homme qui la regarde faire 1,8 million et qui est fou d'elle. Et qui est heureux et avec qui ils ont des bébés qu'elle allait pendant ses masterminds. Et moi, je me dis, c'est là que j'ai envie d'être. Parce que si vous voulez, quand tout ça s'est passé, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que mon ex a contracté des dettes à mon nom. Et donc, au même moment où tout ça se passe, au même moment où je suis plus du tout sur les réseaux et que mon chiffre d'affaires se divise par 5, au même moment, j'ai des huissiers qui me tapent à la porte et qui me disent que je dois 30 000 euros. Et donc, de toute urgence, je ferme ma SAS, d'ailleurs qui est encore en liquidation, et j'ouvre une LTD en Angleterre pour transférer le fonds de commerce là-bas. Et ensuite,
je me dis là, je vais vraiment, vraiment partir. J'en peux plus. Et de là commence mon chemin vers l'expatriation, évidemment. Et pour le coup, j'ai commencé ça il y a quand même plus d'1 an. Et voilà quoi, j'ai tout stoppé quand je me suis fiancée, puis j'ai tout relancé ensuite. Mais en fait, j'ai tout transféré sur une société étrangère, mais je n'arrivais toujours pas malgré tout à gagner de l'argent. Et donc Val est venu me rappeler à l'ordre. Il m'a dit, Prisca, rappelle-toi tes 2 premières années d'entrepreneuriat. Certes, tu l'as fait pour l'amour. Tu l'as fait pour l'amour et tu le fais encore pour l'amour. Tu le fais encore pour l'amour aujourd'hui. Mais c'est que cette fois-ci, c'est pas pour l'amour de cet homme-là. Parce que tu as compris et tu as fait le deuil. Et maintenant, tu sais où est la vérité pour toi. Et c'est pourquoi j'arrive à vous en parler sans pleurer. Parce que vous m'auriez vu il y a peut-être 6-7 mois, j'aurais rempli des piscines. Parce que ça m'avait fait tellement mal de découvrir ce qui s'était passé pour moi et de me dire que c'était impossible. Ah, j'ai résisté à ça longtemps. Je suis passée par toutes les phases. Colère, fausse acceptation, colère, tristesse, 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 tristesse. Oh, waouh, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et puis ensuite, il y a comme une résignation qui s'est mise en place tout doucement, qui s'est transformée par de l'acceptation, puis de la gratitude et de l'amour, parce qu'aujourd'hui, clairement, hein, j'aime cet homme profondément. Je l'aime sûrement toute ma vie. Et j'ai pas de colère. Quand il fait ces trucs de ping et pong et tout, mais je me dis, mais c'est fou en fait. C'est fou qu'il m'aime et que ce soit ça le problème, quoi. Et donc à partir de là, j'ai pu lâcher tout doucement l'idée qu'il puisse un jour faire partie de ma vie. Et puis je me suis mis à visualiser autre chose, je me suis mis à visualiser ma vie autrement, et l'homme qui serait dans ma vie, la façon dont il est, et tout ce qu'on va faire ensemble, et tout, machin, 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 machin. Donc j'ai commencé ma visualisation, et rencontrer mes mentors, rencontrer Val, ça m'a vraiment poussé à croire que c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai sauté si fort, et aussi au-delà de sauter si fort, d'être la première dans son accompagnement, ça m'a redonné un souffle, parce que j'ai recommencé à croire en l'amour. J'ai recommencé à croire en l'amour à partir de ce moment-là. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis en joie et j'arrive à observer cet homme dans ce qu'il fait en fait, hein, sans plus ressentir ni toxicité ni harcèlement, alors qu'avant, je me sentais harcelée par ça en fait. Et ça, c'est la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir autant travaillé sur moi. J'ai passé 3 mentorats, 3. Et ça a été dur, ça a coûté cher, mais c'était tellement nécessaire à ce que je sorte de cette illusion et de la croyance que l'amour suffisait d'être ressenti. L'amour ne suffit pas d'être ressenti, les girls. Déjà, il faut connaître les types d'hommes qui ne peuvent pas aimer malgré l'amour. C'est-à-dire qu'ils vont t'aimer, mais ils ont des besoins qui sont différents des tiens. Et du coup, ça, il va falloir l'écouter, il va falloir l'entendre, parce que c'est une personne qui ne peut pas t'aimer profondément. Ça va le trigger, ça va le faire te traiter super mal. Il va te ghoster, et toi, tu veux l'aider, tu vas vouloir dire, mais non, mais moi, je t'aime, je vais être patiente, je serai douce, je serai... Mais c'est pas ta douceur, ni ta patience qui est le... Limite, ça va le trigger encore plus, parce que ça va le faire tomber encore plus amoureux. Et donc, c'est pas ton comportement qui pose problème. Et ça, il m'a fallu l'accepter, les girls. Il m'a fallu l'accepter. Ça a été l'une des épreuves de ma vie qui était la plus dure. Elle a duré longtemps. Elle a duré longtemps. Et en fait, le plus beau dans tout ça, c'est que j'étais valide déjà de base. Tu vois, j'étais déjà valide. C'est-à-dire que tout ce que je suis, celle qui danse, celle qui chante, peu importe ce que les gens disent aujourd'hui, c'est la vraie. Et lui, il pense que je fais ça pour charmer, pour draguer, mais est-ce que c'est ma faute si je suis jolie? Et en fait, et même si c'était le cas, en fait, quel est le problème avec ça, en fait, au final? Parce que quand je vois le lap dance, quand je vois qu'on fait, vous savez, quand tu fais, moi, je voulu faire ça, genre la barre, là, c'est pas pour charmer son mari, ça, peut-être? Genre, tu tapes pas le doigt de... Oh non, mais c'est incroyable, en fait. Cette personne ne peut pas m'aimer, elle ne pourrait pas. Elle est pas outillée pour ça. Et c'est comme ça. Et ça n'a rien à voir avec moi, ni avec toi, si jamais tu vis la même chose. Ensuite, il faudra juste se reconstruire. Se reconstruire après ça, c'est se rappeler de l'amour en soi.
C'est se rappeler de l'amour en soi. Et en fait, c'est ça le plus important au final. Se reconnecter à qui je suis et ce que je veux. Et ça m'a montré aussi ce que je voulais. Parce qu'avant, je n'écoutais pas ce que je voulais. Je forçais les choses. Aujourd'hui, je laisse partir. Mm. Croyez-moi, ça a été dur. Hein. Mais un jour, c'était une évidence. Et pour tester dernièrement, j'ai été regarder de nouveau pour être sûre que c'était bon. Et il y a très très peu de temps, du coup, il a fait un cycle avec beaucoup de chansons d'amour, j'ai pas calculé. Sans rien avoir à dire, il a basculé dans la haine, j'ai pas calculé. Et je l'ai observé remettre en place tous les mécanismes que j'avais vus en cours et dont j'ai parlé dans mon mémoire. Et je me suis dit, ouais, presque, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Et qu'est-ce que tu ressens? De la gratitude peut-être? De l'inconfort aussi? Et puis, de l'amour, je crois. Et donc, c'est bon. Cet épisode de ma vie est encore présent, mais vécu avec beaucoup plus de paix et de distance. Et maintenant, je suis toujours pas prête pour être en couple, hein. Mais je suis prête à aimer. Ouais. À aimer pleinement les événements tels qu'ils se présentent et à ne plus chercher à être validée. Et ça, c'est une vraie richesse. J'ai compris que j'étais leader d'opportunités et que c'était à moi de construire aujourd'hui ma vie de futur. Et cet homme, quand je vais le rencontrer, ce sera une évidence. Et il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de fuite. Son amour ne va pas activer son système nerveux et on va pouvoir construire une famille. Et puis c'est tout. Faire des bébés, se marier, que sais-je encore? Qui sait ce qui m'attend? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis si heureuse. Pas parce qu'il se passe quelque chose de bonheurifiquant, quoi que si, en fait, beaucoup de bonheur, mais je suis sortie de tout ça parce que j'ai appris à comprendre profondément les mécanismes qui poussent une personne à vous ghoster, à vous rejeter. Et j'ai pu me sortir de l'équation qui me permet aujourd'hui de croire que l'amour existe pour moi. Et comment je fais ça? Ben, j'investis en moi, lourdement. Ah, j'ai pas peur de ça. Parce que qui va me donner ma santé mentale? Qui va me sauver? Qui va venir me chercher là où je me trouve au moment où je pense que je suis rien ou que je suis pas assez? Personne, ni cet homme, ni personne d'autre ne pourra faire ce job parce que ça demande d'entrer en soi-même. Ça demande de retourner à soi et de décider fondamentalement de ce qu'on décide de croire. Et ça, girls, cette relation me l'a apprise profondément. Et du coup, je ne peux pas être en colère maintenant. C'est plus possible. Donc quand je le vois faire son cycle, je me dis, ouh, il est reparti dedans. Et je ressens de l'amour profond, très fort. Mais je sais que c'est impossible, donc je ne peux pas souffrir de ce qu'il fait, puisque j'ai pu renoncer au fait qu'un jour il y ait quoi que ce soit. Donc je ne souffre plus. Et c'est ce que je te souhaite. Et pour le coup, je suis en train de préparer de quoi, hein, parce que j'ai prévu plein de choses pour vous. Je suis en train de préparer pas mal de choses et je vais vous montrer un petit peu comment ça avance, parce que ben, j'ai des images et tout, mais n'hésitez pas, vous, à me dire en fait ce que vous avez pensé de tout ça et ce qui s'est passé pour vous aussi, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes, ce que j'ai là. Je pense que même peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo complète, parce que c'est vraiment... Et puis je pense que je partagerai. Mais franchement, j'ai pas envie du tout de tomber dans l'explication de ce que c'est l'évitant, parce que c'est pas ça qui compte en fait. Peu importe qui il est, peu importe ses patterns, son amygdale, en fait, ce qui compte en vrai, c'est toi. Toi, ce qui en ressort de tout ça. Et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de changer du tout, parce que l'univers qu'il a créé autour de sa pathologie, il tourne très très bien. Concrètement, hein. Il n'a pas besoin de toi et du coup, il va bien en fait. C'est-à-dire que comme il ne ressent pas de sentiments amoureux pour les personnes autour de lui, il a des relations très épanouissantes. Il n'y a pas de trigger et lui, il se sent en paix en permanence. Et donc forcément, en se sentant comme ça,
il va être très bien et il peut très bien vivre toute une vie en te fantasmant, sans jamais avoir besoin de te toucher parce que ben c'est beaucoup plus sécure pour lui. Et donc, tu étais un beau fantasme dont il est amoureux, mais il peut pas s'engager à toi parce qu'il t'aime trop. C'est comme ça, girl. Il faut accepter.